Lui, c'est Édouard, 34 ans, son petit quartier, ses habitudes et son café en terrasse. Voilà, c'est tout ce qu'il aime. Mais ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est aller au resto. Tiens, d'ailleurs, il vient de réserver une table pour ce soir dans ce petit Italien qu'il aime tant. Sauf que ce soir, Édouard a oublié qu'il avait un empêchement. S'il ne prévient pas le restaurant, il fera un no-show. Or, on est d'accord, personne n'aime vraiment se faire poser un lapin. Tiens, pas plus tard qu'hier, Édouard en a fait l'expérience lors de son cours de Zumba. Et ouais, Édouard adore la Zumba. Il aime se déhancher sur ses rythmes endiablés. Tac, 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 tac. Mais hier soir, Paquito, Paquito c'est son prof de Zumba, a juste oublié de lui dire que l'entraînement était annulé. Et oui, ça, c'est un no-show. De même, lors de cette belle soirée où tout était prévu, un dîner romantique avec sa femme dans ce resto chic, un moment privilégié pour évoquer les prochaines vacances, parler des projets de vie, enfin. Ouais, enfin surtout parler tout seul, quoi. Et ça, no show aussi. Sauf que finalement, pour Édouard comme pour les autres, un changement de plan, ça peut arriver à tout le monde. Il suffit de le dire, il suffit de prévenir. Par ce geste simple et responsable, Édouard évite au restaurateur d'avoir une table vide pendant son service et permet à d'autres clients d'en profiter. Bref, comme Édouard, en cas de changement de plan, pensez juste à prévenir le restaurant. Rebonjour, donc j'espère que vous ne connaissez pas cet Édouard, parce que vraiment il faut l'éduquer, parce que c'est une plaie vraiment des restaurateurs aujourd'hui. Le no-show, donc en bon français, des clients qui ne se présentent pas, qui ont réservé et qui ont parfois confirmé, même jusqu'au dernier moment, et qui finalement décident de ne pas venir, parfois pour de bonnes raisons, mais très souvent pour pas de raison du tout. Donc on va en discuter avec des témoignages de restaurateurs et puis essayer d'apporter des solutions. Donc je vais accueillir Jean-Baptiste Laverne-Morazzani, chef du restaurant La Table du 11 à Versailles. Je vais vous applaudir. Mathieu Bagur, directeur France-Belgique-Suisse de la Fourchette. Didier Désert, qui a repris l'ambassade d'Auvergne il y a quelques mois, enfin, quelques années, non, quelques mois. Et puis Nicolas Zulio, bonjour Nicolas, de Doctolib, donc qui est, j'allais dire, la pièce rapportée, peut-être là-bas Nicolas. Voilà. Merci pour eux, encouragez-les, c'est jamais facile d'être sur une scène comme ça. Surtout pour Jean-Baptiste, je pense qu'il y a un garçon qui aime bien être dans sa cuisine et qui est jeune en plus. Il y a une très belle table, hein. Je vous conseille vraiment d'aller à Versailles, à la table du 11. C'est une très jolie cuisine. Donc merci à tous les quatre d'être avec nous. Donc on va effectivement parler, on a vu le film de La Fourchette qui pose bien le débat. Comme toujours dans toutes ces tables rondes, j'ai souhaité donner la parole d'abord aux acteurs de terrain qui vivent ces problématiques qu'on évoque tous ensemble depuis ce matin. Donc Jean-Baptiste, le no-show pour toi, c'est une réalité quotidienne ou c'est quoi le vécu d'un jeune restaurateur par rapport à cette pratique ? Nous, il y a un réel problème avec les réservations, parce que c'est vrai que c'est quotidien. J'ai été obligé de décrocher une personne qui s'occupe quasiment que de ça. Donc des réservations, de confirmer les réservations, de rappeler plusieurs fois, parce que les gens ne répondent pas, ils ne répondent pas aux messages. Donc on a un réel problème, surtout sur des restaurants comme nous, où on a une vingtaine de couverts, un peu plus, 28. Quand on a 2 couverts qui ne viennent pas, c'est rapidement 10%, quoi. Donc il y a un réel souci. La solution, moi je ne l'ai pas trouvée. Confirmer les tables, oui, ça évite certains no-shows, mais il y en a. Moi j'ai toujours c'est ce que j'expliquais sur la vidéo qu'on a tournée à Versailles. Je culpabilise toujours un peu les gens qui ont réservé une table depuis 2 mois, qui ont organisé leur soirée, tout ça, qui n'ont pas pu répondre à notre appel, qui n'ont pas eu le temps de nous répondre et tout. Si on reloue leur table et que finalement ils se pointent, je me dis non, c'est pas possible pour moi, quoi. Donc il y a un réel débat. Tu seras presque plus coupable parfois que tes propres clients. ouais, peut-être que honneur, je pense que eux, ceux qui ne se pointent pas culpabilisent beaucoup moins, hein, mais ouais, c'est pas évident. Ça représente quoi sur une semaine là, je sais pas, ces jours-ci, est-ce que lundi là, tu es fermé, je pense. Encore cette semaine, oui, vendredi soir, je crois, 4 couverts qui confirment la table en plus, confirment la table, puis ils viennent pas, quoi.
Tu as pu la remettre en bah non, parce que c'est toujours compliqué. Si la table est réservée pour 20h30, bon, bah, à 20h30, on s'est déjà réorganisé, quoi. Donc non, bah, on a eu une table vide toute la soirée, et voilà, c'était un plaisir. Un plaisir. Didier, c'est le même constat. Alors, c'est une plus grosse structure, l'ambassade d'Auvergne, beaucoup plus de couverts. Oui, alors effectivement, on le ressent tous et on le voit tous. Pour tous les restaurateurs qui travaillent avec la fourchette, on nous parle en permanence des irritants clients. Donc, quand le restaurateur ne s'occupe pas bien du client, bah, le principal irritant du restaurateur, c'est le no-show. Hier soir, une table de 6, une table de 4. Sur 80 couverts, ça fait 12-13%. Le problème, c'est que c'est absolument pas prédictif. Moi, je suis nouveau dans la restauration, tu le rappelais, ça fait 2 ans et demi que j'ai épousé ce beau métier avec passion. J'ai été confronté à ça et j'ai essayé de comprendre. Et il n'y a aucun élément prédictif. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est les réservations les plus anciennes. Les gens oublient. En fait, pas du tout. J'ai des gens qui ont réservé 6 mois avant, qui ont planifié totalement leur voyage et qui ont ce rendez-vous inscrit dans leur agenda, qui vont le manquer pour rien au monde. Et puis il y a des gens qui, un vendredi soir, vont appeler à 18h30 pour réserver pour 21h et puis ne vont pas venir. Donc quand j'ai essayé de savoir où était mon risque, j'étais incapable de le mesurer. Et donc ça nous renvoie à une forme de fatalisme. Et finalement, dans un monde qui change beaucoup, et c'est peut-être une tautologie par rapport à, ça n'est pas lié à la restauration, mais je pense que c'est d'abord lié à un manque d'éducation, parce qu'il y a quelques personnes qui oublient de bonne foi, et ça nous est tous arrivé de poser un lapin à quelqu'un. Moi, c'est même arrivé de ne pas aller déjeuner chez des amis un midi où ils m'attendaient, et puis de manger chez d'autres amis. Ça m'est même arrivé de ne pas être chez moi quand des amis sont venus manger. Voilà, donc ça nous est tous arrivé. Donc il y a une partie infime des no-shows qui sont liés à de la bonne foi, et puis il y a une partie plus importante qui est liée à une absence totale d'éducation, c'est-à-dire qu'on bloque une seule table et on oublie de prévenir, ou pire, on en bloque 3 parce qu'on ne sait pas où on va aller, et puis à la dernière minute, on voit, et à la majorité des participants du groupe qui doivent venir ensemble, on choisit lequel des 3 restaurants sera l'heureux élu, sans évidemment prévenir les 2 perdants. Et en 2 ans et demi, tu as vu une évolution? Ça s'est aggravé? C'est constant? J'ai pas l'impression que ce soit aggravé. C'est un phénomène constant. C'est inégal dans la semaine. C'est encore une fois pas prédictif. C'est-à-dire qu'on peut rester une semaine sans aucun no-show et puis se retrouver avec 15 couverts un soir qui disparaissent. On peut mettre en place, on y reviendra certainement dans la deuxième partie de l'échange, des éléments pour limiter l'incidence des no-shows, mais ça reste quand même très très difficile, encore une fois, parce que c'est impossible de savoir qui est plus à risque que d'autres. Mathieu, donc, la fourchette propose, on l'a vu dans ce film, s'est engagé à rédiger un livre blanc du no-show, donc vous avez vraiment fouillé le sujet, parce que c'est évidemment un problème pour vos adhérents, vos contractants, je sais pas comment on les appelle. Sujet clé, comme le disaient Didier et Jean-Baptiste, sujet phare évidemment dans les problématiques des restaurateurs, c'est un des plus gros sujets. Nous, on s'est penché de près sur cette problématique. On a commencé en premier lieu par faire un sondage auprès des consommateurs et auprès des restaurateurs. Alors c'est assez drôle de voir la disparité de réponses entre les restaurateurs et les consommateurs. Alors les restaurateurs, 81% des restaurateurs disent que c'est de l'incivilité, donc visiblement Didier doit faire partir de ces 80%. Côté consommateur, on identifie 3 types de personnes. Finalement, on identifie le premier groupe qui sont les timides. Alors c'est assez marrant puisque finalement les gens n'osent pas appeler le restaurateur pour leur dire désolé, je vais pas venir ce soir, ou désolé, je suis pas venu hier et c'est un problème. Donc ça, c'est les timides. Deuxième groupe, c'est les étourdis. Donc j'ai oublié que j'avais une réservation. Et troisième groupe, et c'est les pires, ce sont les égoïstes, comme on dit, c'est-à-dire le client est roi, et donc je peux ne pas y aller et le client est roi. Donc ça, c'est la première étape de notre action. Deuxième étape de notre action, on a mis en place 3 types de solutions du côté des consommateurs. La première action, c'est, on l'a vu précédemment dans cette vidéo, qui est en fait la sensibilisation. La sensibilisation, on le fait en produisant du contenu. On l'a vu sur ce genre de vidéo, ou des livres blancs, ou différentes choses, pour faire comprendre aux consommateurs que quand il met un no-show dans un restaurant, il va y avoir des impacts et des conséquences pour le restaurateur. En gros, ça va faire du gaspillage alimentaire, ça va désorganiser le service, et puis évidemment, ça fait un manque à gagner pour le restaurant. Donc ça, c'est la sensibilisation. Deuxième étape pour le consommateur, on a fait un process de simplification, puisque, comme je vous le disais, dans les 2 blocs qu'on a, il y a aussi ceux qui n'osent pas appeler. Donc pour eux, on a mis en place
un système d'annulation beaucoup plus simple. Donc en gros, dans les emails de reconfirmation de réservation qu'ils reçoivent, ils ont un bouton annuler et en un clic, il peut annuler la réservation. Également, quand le consommateur se connecte sur le site, s'il veut aller jeter un œil ou découvrir les nouveaux restaurants qu'on peut avoir, là tout de suite, on va lui rappeler qu'il a une réservation en cours. Et là aussi, il pourra en un clic annuler sa réservation. Et puis enfin, le troisième point, et c'est le point peut-être le plus sensible du côté des consommateurs, c'est qu'on a quand même le volet des sanctions. La fourchette se réserve le droit de pénaliser des consommateurs qui multiplient les no-shows. Alors les pénalités, elles sont diverses et variées, elles sont progressives, donc ça va être par exemple de lui supprimer des points de fidélité. Donc on a un programme de fidélité qui s'appelle le programme de Yums, et il peut perdre des Yums donc s'il multiplie les no-shows. On va aussi pouvoir aller jusqu'à la suspension de son compte. Donc voilà, les programmes de sanctions, ce sont des choses qu'on garde dans notre arsenal. Évidemment, avant d'engager des sanctions, on l'aura alerté à maintes reprises par email. Et du côté des restaurateurs, on a également déployé 3 chapitres. Le premier chapitre, ça va être un chapitre d'information, puisque comme le disait Jean-Baptiste, il y a beaucoup de restaurateurs qui s'organisent pour reconfirmer les réservations avec les consommateurs avant qu'ils arrivent. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur 2 aspects. Premier aspect, les réservations qui arrivent chez les restaurateurs, elles vont être accompagnées d'une pastille de couleur. Et cette pastille de couleur, elle va préciser au restaurateur le risque de no-show que présente le consommateur. Donc en gros, ça va être assez simple, vert, orange, rouge. Et évidemment, le restaurateur va pouvoir adapter sa stratégie en fonction du risque. Donc typiquement, Jean-Baptiste, quand tu disais j'ai engagé quelqu'un qui rappelle toutes les réservations, en l'occurrence, tu aurais pu embaucher peut-être un mi-temps et il aurait rappelé que les réservations à risque. Donc voilà, ça c'est le premier chapitre, information. Deuxième chapitre pour les restaurateurs, ça va être tout le principe de la sécurisation. Donc la sécurisation des réservations, le point le plus fort, c'est évidemment de demander au consommateur une empreinte carte bleue. Donc sur certains services, sur certaines journées ou sur certains types de résas, par exemple des groupes, je vais pouvoir demander au consommateur de me laisser sa carte bleue. Et dans ce cas-là, s'il ne vient pas, je prélève sur sa carte bleue un dédommagement par rapport à ce no-show. Et enfin, et je laisserai la parole à mes voisins quand même, et enfin le dernier point, ça va être évidemment tout un principe de réactivation, puisque évidemment si dans mon restaurant j'ai un no-show, je me retrouve avec ma table vide, si en quelques secondes je retrouve un consommateur qui va remplir cette table, évidemment moindre mal. Et donc évidemment dans ce cas-là, on va avoir 2 angles, on va avoir l'angle de réactiver la clientèle qui est déjà venue chez moi. Ça me fait penser à la table ronde de tout à l'heure sur la table vide avec ma collègue Catherine. Donc là, dans le logiciel La Fourchette Manager que tous les restaurants clients ont chez nous, je vais pouvoir animer ma base de données en envoyant par exemple des SMS ou en envoyant des emails pour faire revenir les gens qui sont venus chez moi. Et puis évidemment, je vais pouvoir aller conquérir une nouvelle clientèle par la force de frappe de La Fourchette, puisque sur La Fourchette, il y a 15 millions de visiteurs par mois et il y a 9 millions de personnes qui ont l'appli dans leur poche. Et donc évidemment, quand je vais remettre une table en vente sur La Fourchette, rapidement, les consommateurs vont voir que j'ai de la place et donc je vais pouvoir re-remplir mon restaurant. Puis il y a également évidemment la promo, je reviens encore sur la discussion de tout à l'heure, la promo, je peux aussi la mettre en place pour faire venir des gens et réduire ce problème de no-show. Très bel exposé, Mathieu. Bon. C'est très complet. Mais je voulais qu'on écoute Nicolas, donc, qui n'est pas restaurateur, qui ne travaille pas avec des restaurateurs et qui ne le fera jamais, d'ailleurs, il me le confiait, mais qui est... Alors, j'adorerais travailler dans la restauration, j'adore les bons restos et j'apprécie beaucoup tout le travail que vous faites. Mais c'est vrai que je ne viens pas du tout de la restauration et quand j'ai reçu l'invitation pour venir ici, ce qui était bien, c'était l'analogie qu'ont certains professionnels de santé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Doctolib, c'est un site qui permet en 2 clics de prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Et donc, vous avez accès aux disponibilités. 28 000, c'est ça? Une base de 28 000 praticiens, c'est ça? Alors, on vient de passer, ça y est, le cap des 30 000 médecins qui nous ont rejoints. Et donc, le concept est assez similaire sur l'aspect prise de rendez-vous sur Internet. Après, c'est sûr que c'est 2 métiers complètement différents. Et donc, c'était super bien de t'écouter, Didier, parce qu'on a quand même pas mal de mesures qu'on a en commun. Mathieu. Pardon, Mathieu, excuse-moi. Et en fait, aujourd'hui, si on prend quelques chiffres dans la santé, c'est un rendez-vous sur 10 qui est non honoré chez le médecin. Donc ça paraît quand même énorme. Si on extrapole, ça fait presque 300 millions d'heures de praticiens qui sont gaspillés chaque année, parce que quand le patient ne vient pas, c'est tout ce temps-là qui est passé à ne pas exercer et à ne pas consulter. Et donc du coup, nos médecins, ce qu'ils veulent,
c'est que leurs patients viennent comme vous, les restaurateurs. Donc c'est pour ça que la problématique, elle est assez proche. C'est vraiment très, très proche. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, de similaire ou de différent par rapport à ce que vient d'expliquer Mathieu? Alors on a 3 principales mesures. Quand vous prenez rendez-vous sur Internet chez Doctolib, tout de suite vous recevez un SMS, un email de confirmation. Comme ça au moins vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez le rajouter dans votre agenda. 7 jours avant, on va mettre en place, on va envoyer un email qui vous rappelle que vous allez avoir rendez-vous chez votre professionnel de santé. Et 24 à 48 heures avant, vous recevez un SMS pour vous dire attention, dans 2 jours ou demain, tu as rendez-vous à telle heure, à tel endroit, avec les informations pour y aller. Donc ça, c'est la première mesure. Avec ainsi un lien pour annuler. Exactement. La deuxième mesure, c'est que, comme vous, on va favoriser l'annulation. C'est-à-dire que si jamais le patient il fait partie de cette catégorie de gens qui sont timides ou qui ont du mal à accéder aux standards téléphoniques ou qui veulent annuler le soir ou le week-end, eh bien, ils peuvent le faire en un clic depuis le SMS, l'email ou depuis le site Internet. Et tout de suite, la disponibilité est de nouveau disponible sur Internet. Ce qui est bien, c'est qu'on a un système de liste d'attente. Tu connais bien Doctolib. Et en fait, ce qui signifie que si jamais vous prenez un rendez-vous lointain, donc par exemple si vous prenez rendez-vous, on va dire, chez une bonne table dans 2 ou 3 mois, vous pouvez activer la prise de rendez-vous, la liste d'attente, et dès qu'un rendez-vous s'annule, on envoie un email à 5 personnes, la première qui accepte prend le rendez-vous. Et il se trouve qu'on a un taux qui est incroyable, souvent en 5 minutes, le rendez-vous a déjà été récupéré. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir un rendez-vous sur 10 qui était non honoré, donc un no-show, on passe à 2%, donc 1 sur 50, ce qui est un bon taux. La dernière innovation qu'on propose, c'est par rapport... Alors, on propose aux patients d'avoir son espace sur Internet, il a son historique, et du coup, les professionnels de santé, comme chez vous, ont accès aux statistiques des patients. Et ce qui se passe, c'est que si au bout de 2-3 fois, vous n'allez pas chez votre médecin, on va vous bloquer la prise de rendez-vous sur le site. Et donc, vous pourrez toujours prendre rendez-vous, mais uniquement par téléphone. Et ce qui signifie bien sûr, on envoie des emails pour éduquer, dire que voilà, vous n'avez pas prévenu, etc. Donc, on fait aussi de la sensibilisation, pas la même type de campagne, mais un petit peu. Et finalement, c'est assez utile parce que le patient... qui a pris l'habitude de prendre un rendez-vous sur Internet, ne veut pas se gâcher de cette nouvelle pratique et donc il devient un peu plus civil. Donc c'est un site d'avis un peu aussi de clients. Cette fois, on note les clients pour identifier les risques. Le patient a son historique et c'est important que le médecin, si le patient systématiquement ne vient pas à son rendez-vous, puisse lui dire « toi c'est uniquement par téléphone », comme ça on pourra en parler ensemble et être sûr que cette fois-ci tu viens. Du coup, on peut imaginer que le logo, je sais pas, le label, j'y vais ou j'annule. Ça pourrait devenir aussi. Je crois qu'on est ensemble sur ce label d'ailleurs, non ? On en a parlé. On n'a pas encore eu le temps, nous, de notre côté, de regarder comment est-ce qu'on pourrait le déployer. Mais le contrat est là, on va le faire signer. Concrètement, voilà, on en parlera juste après. Mais concrètement, c'est sûr qu'il faut, c'est important. Donc ça marche pour les restaurateurs, ça marche aussi pour les professionnels de santé. Responsabiliser ceux qui prennent rendez-vous sur Internet, c'est sûr. Jean-Baptiste et Didier, Mathieu évoquait l'empreinte carte bleue, de prélever. C'est vrai qu'en France, je sais pas, ça vient aux États-Unis. Il y a des grands restaurants qui le font. Toi, je sais que Jean-Baptiste, tu as du mal aussi à te résoudre à prendre de l'argent sur une carte bleue, c'est ça ? Non, c'est pas tant ça, mais c'est surtout, oui, comme tu l'as dit, il y a des grands restaurants qui le font et j'ai du mal à m'aligner avec eux, si vous voulez. C'est quoi, c'est la culture française? Non, mais je sais pas, tu vas au restaurant, tu vas passer un bon moment quand on commence déjà à te prendre ton empreinte de carte bleue. Bon, tu les marres pas positivement, je trouve. En fait, c'est un bon point, Jean-Baptiste, ce que tu dis, mais en fait, cette prise d'empreinte carte bleue, on la prend que dans des... Enfin, le restaurateur fait ce qu'il veut, donc il peut le mettre à tous les services, tous les créneaux, tous les jours. C'est pas un problème, mais cette empreinte carte bleue, on recommande aux restaurateurs d'y aller avec parcimonie quand même, parce que évidemment, et comme c'est ton point, le consommateur, il n'est pas encore tout à fait prêt à mettre sa CB à toutes les sauces, quoi, on pourrait dire, sans mauvais jeu de mots avec la cuisine. C'est pour ça que nous, on recommande, et on a des personnes qui sont au contact des restaurateurs tous les jours, des personnes dédiées qui travaillent avec eux pour les conseiller aussi. Et on conseille aux restaurateurs d'utiliser ça seulement sur les temps forts, quoi. Donc, par exemple, la Saint-Valentin est un temps fort, je vais mettre l'empreinte carte bleue. Le jour de l'an est un temps fort, je vais mettre l'empreinte carte bleue. Ou alors, je suis avec 15 copains, je vais au restaurant,
je vais mettre la carte bleue. Et là, sur des moments spéciaux ou des types de réservations spéciaux, on va être plus enclin à donner la CB. Mais je te rejoins, le consommateur n'est pas prêt à donner sa CB pour tous les jours ou n'importe quoi. Tu le fais, oui, toi, Didier ? Oui, je le fais dans des cas particuliers. On va même plus loin, on ne demande pas une empreinte de carte bleue. Par exemple, pour le réveillon, je demande un acompte. Et c'est intéressant de voir quand les gens appellent pour réserver pour le dîner du réveillon. Et systématiquement, je leur dis, il n'y a pas de problème, mais c'est soumis à un acompte de 20 ou 25 euros. Enfin, c'est purement symbolique, mais c'est une somme suffisante pour qu'on n'ait pas envie de la perdre. Et en fait, il y a celui qui immédiatement sur sa carte bleue et qui donne le numéro naturellement au téléphone et qui ne discute pas. Et puis celui-là, on sait qu'il a envie de venir. Et puis il y a celui qui commence à dire, j'ai pas ma carte bleue, il faut que je demande à ma femme, en fait je sais pas combien on est, mais je sais pas si on vient chez vous. Et là, forcément, on voit bien que l'intention n'était pas tout à fait la même. En tout cas, l'envie n'était pas aussi affirmée. T'es complet du coup. De venir chez nous. Et non, je suis pas complet, mais je lui dis, j'enregistrerai votre réservation quand vous me rappellerez avec votre numéro de carte bleue. Sauf que ça ne marche que pour certains restaurants et dans certains cas. Si on s'appelle le Jules Verne, je pense comme il y a une file d'attente importante, que tout le monde rêve d'y aller, enfin en tout cas celui qui veut aller rêve d'y aller, puis il va prendre la seule date disponible. Si en plus il faut donner son numéro de carte bleue, c'est absolument pas un frein à la réservation. Pour un réveillon, pour la Saint-Valentin, c'est absolument pas un frein à la réservation. Pour un groupe, c'est déjà un peu plus compliqué. Une entreprise, moi j'ai des salons, j'ai 3 salons privatifs, donc je reçois énormément de groupes. L'entreprise qui réserve, je lui demande évidemment un acompte. Le groupe de 15 copains qui vient fêter son anniversaire, il n'y en a pas un qui va prendre le risque sur sa carte bleue de dédommager l'absence des copains. Donc ça ne marche pas tout le temps. Et puis, ça va dépendre de notre notoriété, finalement, encore une fois. Je pourrais demander à tout le monde la carte bleue. Certains le feraient volontiers parce qu'ils ont envie de venir chez moi. D'autres seraient freinés dans leur envie de réserver parce que même s'ils sont sûrs de venir, ils sont pas... Il peut se passer quelque chose. Il suffit juste de regarder comment les uns et les autres on se comporte quand on réserve un billet d'avion, un billet de train. Est-ce qu'on prend le billet avec, sans frais d'annulation ou non remboursable? Voilà. Donc, si on rajoute des éléments qui vont freiner la spontanéité qu'il doit y avoir derrière la réservation, ça va être un peu plus compliqué. Et je pense qu'on peut le faire soit quand on est incontournable, 3 mois, 6 mois d'attente, ça ne pose pas de problème, ou quand on est sur des événements où la personne n'a absolument pas envie de se retrouver à 19h à chercher une table pour 2 quand c'est la Saint-Valentin ou le réveillon. Voilà. Le généraliser, ça devient extrêmement compliqué. Et donc, moi, finalement, je suis arrivé à une forme de fatalisme vis-à-vis de ce comportement du no-show. On essaie de rappeler chaque fois qu'on considère qu'il y a possibilité que le risque est plus grand. Donc, je ne vais pas rappeler toutes les tables de 2. Enfin, encore une fois, ça dépend de la taille des restaurants. Hein. Un samedi soir en hiver, on fait 150 couverts. Je ne peux pas rappeler tout le monde. Je vais rappeler les tables les plus grandes, parce qu'en général, une table de 8, une table de 10, une fois sur 2, quand j'appelle, ils sont plus 8, plus 10, ils sont 6 ou 12. Donc les rappeler, ça permet simplement de mieux s'adapter, ça permet de leur rappeler qu'ils ont réservé. Donc on ne peut pas le faire systématiquement, peut-être qu'à 20, ou tout à l'heure, Mathieu, qui avait 6 tables à l'histoire, c'est plus simple de rappeler 6 personnes, enfin 6 tables, ça fait 6 personnes à rappeler. Donc je crois qu'il faut avoir des réponses adaptées à notre activité, au type de clientèle que l'on a, et à l'enjeu qu'il y a derrière l'annulation. En semaine, je ne suis jamais plein, donc un no-show, c'est triste. Mais je ne perds pas de chiffre d'affaires. Enfin, je perds du chiffre d'affaires si j'anticipe le chiffre d'affaires, mais sinon, voilà, je prends le passage. Un samedi soir où on est plein, on va faire plus attention à rappeler les grandes tables parce qu'on ne va pas refuser 6-8 qui passent au motif qu'une table serait réservée qu'on n'en aurait pas pour eux. Mais dans ce fatalisme, il y a l'acceptation que c'est presque intégré dans ton... Oui, ben je mets ça. Des problèmes de comportement, on y est confronté en permanence. J'ai mes filles qui s'agacent chaque fois qu'elles voient quelqu'un dans la rue jeter un mégot par terre. Et donc, de temps en temps, elles vont taper sur le bras de la personne qui a jeté un mégot par terre et à qui c'est pas arrivé. Je m'adresse aux fumeurs, je suis un ancien fumeur, en leur disant ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Donc, de temps en temps, je rappelle les gens qui sont pas venus et je leur dis ça se fait pas. Voilà. Mais je n'ai pas que ça à faire non plus et je peux pas le faire tout le temps. Nicolas, dans l'empreinte prépayée chez le médecin, c'est quand même pas une pratique qu'on imagine. C'est pas une piste. Alors, dans d'autres pays, ça se fait. Ouais. Après, en France, c'est assez compliqué de prépayer ou de payer à l'avance sa consultation. Le prix peut varier, ça dépend de la spécialité du praticien. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout à l'étude. Mais ça pourrait être une solution, parce que là, pour le coup, c'est quand même assez engageant. C'est une pratique que vous encouragez quand même, Mathieu, du coup, ciblée, comme toujours chez La Fourchette, on choisit, on adapte en fonction de son restaurant, du moment. Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est vrai qu'il y a dans d'autres pays, pour rejoindre
ce que tu disais sur les autres pays. Dans d'autres pays, il y a le ticketing qui se fait de plus en plus dans les restaurants. Le consommateur paye avant sa table, donc il va payer un menu avant, et puis derrière, il ajustera uniquement avec les boissons. Ça se fait beaucoup. Aux États-Unis, il y a des systèmes de réservation où c'est quasiment comme un billet d'avion. On réserve même la table. On a une vue aérienne du restaurant et je peux réserver telle table pour deux. Et selon le créneau que je vais choisir, le prix va varier. Il y a des modèles très différents dans d'autres pays. Voilà, nous, notre point, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'y aller avec prudence sur ce sujet-là, parce qu'on a vu des restaurants qui l'avaient mis sur tous les créneaux, tous les services. Donc effectivement, ils avaient 0% de no-show, mais ils avaient perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Donc il faut y aller avec parcimonie, évidemment. C'est beaucoup dans l'éducation, quand même. C'est la base de tout, d'éduquer. Mais ce qui est marrant en fait, le dans tout ça, c'est que finalement, nous, et c'est un peu l'angle de nos campagnes de sensibilisation, c'est que finalement le consommateur il est pénalisé aussi. Pourquoi ? Parce que je vais pas trouver de table dans les restos, alors que finalement je sais qu'il va y avoir en gros, il y a des réservations qui bloquent des créneaux, et d'autres consommateurs peuvent pas profiter du restaurant. Donc c'est quand même un problème. Et puis surtout, il y a des restaurants qui gonflent leurs prix pour absorber les no-shows, ça existe. En gros, je vais me dire, je vais avoir 10% de no-show ce soir, donc je vais augmenter mon prix de 10 €, de 10%. Enfin, je fais des calculs un peu à la louche, mais vous voyez, en gros, j'impacte la perte d'argent du no-show sur mon prix, sur ma carte. Ceux qui viennent payent pour ceux qui ne viennent pas. Exactement. Ça arrive, ça. Je ne savais pas ça. On va donner les adresses. Donc on voit, il y a pas, enfin, quand même l'exemple de Doctolib qui a fait chuter. Hein, et je ne sais pas si vous avez des chiffres déjà, Mathieu, sur la régression, j'allais dire, du no-show. Quand même de passer de 8% à 2%, c'est ça. C'est quand même important pour vous. C'est un impact non négligeable. Et je pense encore une fois, les moyens qui ont été mis en place de rappeler régulièrement, jusqu'à la dernière minute, par texto, par coup de fil, par email, le fait que la personne a réservé, pour combien de personnes elle a réservé, à quelle heure on l'attend, forcément, ça met la personne face à sa responsabilité. Ensuite, est-ce qu'elle veut l'exercer ou pas, ça n'y changera pas grand-chose. Mais plus on va rappeler à quelqu'un qu'il a un rendez-vous, plus on a de chances que soit il l'honore, soit il pense à l'annuler. Évidemment, s'il annule 5 minutes avant, ça ne change pas grand-chose quand le restaurant n'est pas en plein. Ça change uniquement si, effectivement, on a du monde dehors et qu'on les refuse. Et par exemple, Jean-Baptiste, toi, tu gardes une table jusqu'à 19h30. Si tu n'as pas eu la personne, tu la remets en circuit, tu l'annules. Tu arrives à faire ça Non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Enfin, si, en fait, j'ai trouvé un peu la solution là en déménageant. Dans l'autre restaurant, on remplissait le restaurant, on avait 10 tables. Ouais, tu ne pouvais pas pousser les murs. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis une table d'hôte en plus, et elle nous permet justement, si je vois que ça sent le no-show, je vais relouer la table, et au pire, j'ai la soupape de la table d'hôte. S'ils se pointent, je peux les mettre là. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre la démarche, parce que je le vis aussi, je le vis de l'intérieur, mais c'est vrai que le temps qu'on perd, l'énergie, le stress, le truc, c'est chiant, quoi, vraiment. Vraiment, c'est chiant. Je trouve vraiment que c'est un manque d'éducation. Moi, je suis désolé, j'ai jamais fait ça, peu importe quel rendez-vous, mais je trouve ça vraiment triste. Après, voilà, il y a des solutions qui se mettent en place. Ça fait peut-être partie de notre époque, mais je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'en discuter aujourd'hui. Voilà. Après, c'est comme ça. Ce qui est bon pour dire ce que tu disais, c'est finalement il y a des restaurants qui abandonnent la réservation. C'est un truc. En gros, j'ai tellement de no-show, ça m'emmerde, j'arrête la réservation. Et ça me renvoie au groupe Big Mama. Là, j'ai peut-être pas dans la bonne table ronde finalement, mais ça me refait penser à. Elles sont toutes connectées. Hein, ouais, ça me fait penser à Big Mama là, qui finalement fait que de la liste d'attente, enfin de la file d'attente finalement, c'est même pas de la liste d'attente, mais il faut faire la queue dans la rue pour aller manger. En fait, évidemment, moi c'est pas le modèle que je préconise puisque évidemment là on est hors jeu. Ce qui est assez drôle, c'est que on a un groupe, on a un groupe de pizza qui s'appelle Otto Enoteca à New York, qui est un peu une sorte de Big Mama. Hein. Et eux, ils ont pris un modèle hybride. Alors, ils ont fait, en gros, au cœur du service, j'ai ma file d'attente, type Big Mama. Et par contre, au début du service, en fin de service, j'utilise la réservation. Et finalement, c'est des modèles assez vertueux, parce que quand je n'utilise que la file d'attente, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un temps fort. En gros, à 20h30, entre 20h30 et 21h30, tout le monde arrive. Il y a une queue monstre. Mais par contre, au début du service, à 19h30, c'est vide. Et à 22h, c'est vide. Et donc, c'est quand même une gestion du flux de clientèle que Otto Enoteca a bien géré en faisant en début de service, en fin de service, résa, et au cœur du service, file d'attente. Et ça leur permet de se projeter aussi dans le futur sur leur... le prévisionnel business, il est quand même un peu plus clair que on croise les dents, on va voir la taille de la file. Voilà, donc c'est ça pour redire qu'il y a des restos qui pensent à abandonner la résa.
moi, je pense qu'il y a des versions hybrides qui sont aussi intéressantes. Et donc, sur la fourchette, on peut dire réservation à 19h, 19h30. On peut bien sûr la fourchette, à la demi-heure près, on choisit le nombre de couverts, on choisit le créneau, on choisit de mettre éventuellement une promotion si on souhaite avoir un booster. Et tout ça est libre. Donc, tout ce qui est les contrats qu'on a avec les restaurateurs, ils sont 100% libres. C'est-à-dire, il n'y a pas de durée d'engagement, il n'y a pas de volume minimum de stock. Le restaurateur fait ce qu'il veut, on est là pour l'accompagner dans sa réussite. Et là aussi, encore une éducation à faire auprès des restaurateurs pour qu'ils prennent en main, c'est un peu, on en a parlé plusieurs fois tout au long de la journée, pour qu'ils prennent en main ces outils-là, qu'ils ne connaissent pas. Ouais, la digitalisation, enfin nous on forme des milliers de restos chaque année, donc on a des équipes de formateurs dont le travail c'est de former les restaurants à notre outil donc de la fourchette manager, mais aussi à évangéliser sur c'est quoi la digitalisation, comment je réponds aux avis, c'est quoi le yield management, enfin, tout ça on passe notre temps à faire ça. Et évidemment il y a du travail, mais les défis, le monde va très vite, hein, l'économie se digitalise à fond, et les restaurateurs, c'est aussi pour ça qu'il y a Table Talk, hein, c'est aussi pour partager des bonnes pratiques et puis les aider à franchir ces défis-là, mais c'est sûr qu'il y a du travail, mais pas que dans la restauration, hein, dans plein de secteurs. Par exemple, Nicolas, pourquoi Doctolib ne viendra jamais, Doctolib en soi, mais ça pourrait être Restolib, je sais pas. Pourquoi c'est un univers qui paraît trop complexe par rapport aux professionnels de santé, ou c'est juste une culture qui vous est propre? Le premier point, c'est qu'on a tous de très très bons amis qui travaillent chez La Fourchette. Donc il n'y a aucune raison qu'on se concurrence là-dessus. Et en fait, la vraie raison, c'est que pour être bon dans un métier, il faut être spécialiste. Et je pense que si La Fourchette aujourd'hui a une telle croissance sur la restauration, c'est parce qu'ils ne font que de la restauration. Et pareil pour nous, le fait qu'on soit au plus proche des médecins, c'est parce qu'on ne fait que de la santé, et connaître en fait les gens avec qui vous travaillez, c'est ce qui vous permet d'avoir des bons résultats. Aujourd'hui, notre système qui permet de combattre les no-shows, pourquoi est-ce qu'il fonctionne très bien? C'est parce qu'on l'a construit au jour le jour avec les secrétaires médicales, avec les médecins, etc. Et que c'est avec leur retour qu'on a construit un tel outil. Je pense que c'est la même problématique avec La Fourchette. C'est en étant spécialiste sur un métier que ça fonctionne. Et donc il n'y a aucune raison que Doctolib se diversifie, ce sera que de la santé. Et donc voilà. Non, tout à fait d'accord avec Nicolas. Bon, nous, on n'a pas prévu d'ouvrir le scalpel, hein. Donc on a La Fourchette, on ne va pas faire le scalpel non plus. Non, mais tout à fait en phase avec Nicolas. Enfin, nous, on travaille main dans la main avec les restaurants. Toutes les innovations qu'on peut faire, elles viennent de remontée terrain. On organise un truc tous les 3 mois qui s'appelle le Conseil des restaurateurs, ça existe depuis des années, où on convie en gros une douzaine de restaurants et on va leur raconter ce qu'on prévoit de faire dans le futur. Ils vont nous dire ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Et ensemble, on définit en fait les innovations, les investissements qu'on va faire. Et tous ces sujets de carte bleue, de reconfirmation, gestion des files d'attente, tous ces sujets-là, on les a développés sur les demandes des restaurateurs. Et comme tu le disais, tout ça, c'est vraiment l'important, c'est d'être à l'écoute, travailler main dans la main avec la profession, puisqu'on peut être dans nos bureaux et imaginer plein de trucs qui, au final, vont nous coûter de l'argent en développement et puis qui ne seront jamais utilisés. On avait des idées, on a mis des choses dans le tiroir parce qu'on a vu que le marché n'était pas prêt ou pas à l'écoute de ces solutions. Didier, pour conclure, après 2 ans et demi dans la restauration, c'est un univers, malgré le no-show, qui reste un plaisir, un métier passion, pas de découragement? Peut-être à la petite tâche personnelle, pour conclure, je ne sais pas si c'était tellement le sujet, mais oui, moi j'ai changé de vie il y a 2 ans et demi. J'étais associé chez Ernst & Young, j'ai décidé par passion de la cuisine et par passion du vin d'acheter un restaurant, c'était un vieux rêve. J'ai jamais travaillé autant, j'ai jamais gagné aussi peu d'argent et j'ai surtout jamais été aussi heureux de toute ma vie. Voilà, c'est une belle conclusion. Merci à tous les 4.